Le 17 novembre 2018, partout en France, des hommes et des femmes s'organisent autour de ronds-points. Ils portent des gilets jaunes qui donneront leur nom au mouvement qui naît à ce moment-là et fera vibrer le pays durant de longs mois. Le mouvement des gilets jaunes, c'est l'histoire de ceux qu'on appelait les sans-voix qui prennent la parole pour dénoncer un gouvernement qui les abandonne. C'est l'histoire de gens très différents qui se réapproprient une manière de construire la démocratie et de faire société. C'est l'histoire d'un peuple qui se soulève et fait naître un espoir. C'est une histoire qu'on a beaucoup racontée, de mille et une manières, mais c'est à partir de l'une d'entre elles que nous avons fabriqué ce podcast. Je suis Fan Montet. Avec Clément Coucoureux et Nolwenn Thivaud, nous vous proposons une série de 4 épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Gras, le réalisateur du film, qui a posé sa caméra sur un groupe particulier de gilets jaunes, pour lui demander comment était né son projet. Et c'est ce que vous allez entendre dans ce premier épisode. À la fois, le sujet m'est arrivé brutalement, comme la plupart des Français, c'est-à-dire que les gilets jaunes ont surgi sur la scène, disons, le 17 novembre 2018. Et ce qui est le plus particulier à moi, c'est que, en fait, après avoir fait une grosse tournée autour de Makala, qui était mon précédent film, qui avait fait beaucoup de festivals, qui était sorti en salle et qui parlait d'un sujet qui était au Congo, moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de parler de la France, en fait. J'avais un besoin d'ancrage territorial, et, peut-être parce que je sentais que finalement porter son regard sur ce qui se passe autour de soi, c'est parfois plus difficile parce que trop collé. Et en même temps, je sentais bien, je pense comme beaucoup d'autres gens, qu'il y avait une tension, qu'il y avait des choses à raconter et sans savoir exactement comment l'aborder. Moi, en tant que documentariste, je trouve que c'est aussi d'aller vers de la complexité qui m'intéresse et non pas vers des choses où, en fait, j'aurais l'impression d'aller trop vite vers des causes militantes. J'aime le documentaire engagé, mais disons que je me sens un peu plus écarté du documentaire militant ou du travail militant, même si je trouve que c'est important qu'il y ait des militants, mais dans le travail artistique, je trouve que ça peut aller en contradiction. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je me rappelle, j'étais en train de présenter justement Makala en Serbie et je devais rentrer le samedi soir ou le dimanche matin, je ne sais plus. Et j'entends que l'appel des Gilets jaunes, c'était pour le 17 novembre 2018 où ils étaient allés sur des ronds-points. J'avais un peu suivi le truc, mais sans plus. Et il y avait une manifestation prévue à Paris. Et là, je me suis dit quand même, j'ai quand même envie d'aller voir. Et donc, j'ai avancé mon retour pour pouvoir arriver le samedi matin. Et samedi matin, je suis allé sur les champs. Je suis allé dans Paris et j'ai essayé de voir, de suivre des groupes de Gilets jaunes. Et donc, j'ai suivi, j'ai accompagné des groupes qui montaient sur les Champs-Élysées et où là, je les ai vus, disons, occuper le terrain. C'est pas parti tout de suite dans les barricades, etc. Mais bon, assez rapidement, je voyais que j'avais affaire déjà à une population qui n'était pas la même population que celle que je connaissais bien des manifestations à Paris. Et donc, c'était une population qui venait d'ailleurs. Et que la forme de la manifestation, ça ressemblait plus à une insurrection en fait en plein Paris, ou à une prise de possession, ou en tout cas une expression de la révolte qui était différente et pas du tout organisée comme ce que j'avais vu, et qui allait tout de suite très loin, puisqu'il y avait des barricades. Enfin voilà, j'ai vu des barricades se monter sur les Champs-Élysées. J'avais vu des barricades ou des feux se faire à Nation, à République, enfin ailleurs, qui étaient les endroits un peu habituels des manifestations, où ça ronronnait un peu, en fait, là-dedans. Et là, de voir ça, je me suis dit, mais en fait, non, il se passe un truc, il se passe quelque chose de complètement différent. Ça m'intéresse, et ça m'intéressait d'autant plus que, très rapidement, on a accusé les Gilets jaunes un peu d'être d'extrême droite. Enfin, personne ne savait très bien qui c'était,
qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voulait. Et justement, moi, c'est ça qui m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que je voyais la tension qui existait, qui s'exprimait, mais qui s'exprimait pas selon le canal prévu par, disons, ceux qui pensaient qu'il allait avoir une révolte. Si la révolte des Gilets jaunes se déroulait à Paris, l'origine de celle-ci était bien loin de la capitale, dans une France périphérique, banlieusarde et rurale. Emmanuel Gras part à la recherche de cette origine et se sert de sa caméra comme un outil pour rencontrer ces gens occupant les ronds-points et pour entamer un dialogue avec eux. Et c'est ce qui l'a conduit à Chartres. Quand on fait du documentaire, c'est aussi bien souvent une bonne excuse en fait pour aller comprendre, voir des choses, une bonne excuse pour soi-même. Enfin, faut avoir envie d'aller passer du temps sur des ronds-points si on est juste là en observateur sans avoir de but pour soi. Et aussi une excuse vis-à-vis des gens qu'on va rencontrer pour discuter, pour poser des questions et tout ça. Et donc, je cherchais, et je me suis rendu compte aussi que la manifestation à Paris n'était pas le bon endroit pour discuter. Parce que j'ai refait celle d'après, donc le samedi d'après, l'acte 3, où là encore, ça a été assez explosif. Et je me suis dit, non, en fait, là, il faut que je puisse aller. C'est un mouvement qui est provincial. Ça se passe plutôt dans les périphéries et des villes de province. Donc, il faut que j'aille rencontrer les gens dans un lieu, enfin, là où ils sont, quoi. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas trop où étaient les ronds-points occupés. Enfin, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de l'information circulée au niveau local, mais quand on était à Paris, on ne savait pas. Et donc, en fait, c'est une amie qui m'a dit, à côté de Chartres, il y a un rond-point co-occupé. Ils ont l'air d'être assez nombreux. Et donc, j'y suis allé, j'ai pris le train et je suis allé à Chartres. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer les gens que j'ai finalement suivis tout le long du film. Au départ, je commence seul, en fait, justement. C'est ça aussi, moi, que je trouve hyper bien avec le documentaire, c'est qu'on peut se lancer on peut commencer ces démarches de repérage seul. Et comme moi, je fais aussi l'image de mes films, j'ai vraiment cette liberté-là. Cette explosion sociale-là répond à quelque chose que je ressens. Donc au départ, j'y vais seul en me disant je vais voir. Donc j'y vais. Donc j'ai commencé tout seul et j'ai commencé à filmer assez vite, enfin tout de suite en réalité, mais en cherchant. Et je me suis retrouvé aussi assez rapidement face au fait que sur un rond-point, c'est très bruyant. Enfin bon, on imagine. Et en plus de ça, c'est des discussions de groupe, beaucoup. Donc en fait, quand on est seul avec sa caméra, on est obligé d'être proche des gens qui parlent pour pouvoir capter leur voix. Et du coup, j'avais vraiment un problème technique assez direct qui était que si je commençais à vouloir vraiment faire des images pour faire un film plus tard, il fallait que j'ai du son correct. Au début, on enregistrait sur un Zoom. Et donc, en fait, c'est un autre réalisateur qui s'est proposé de venir me filer un coup de main pour le son. Et donc, qui est venu, c'est Antares Bassis, qui est venu ensuite, je sais pas, au bout de la 3e ou 4e fois où j'y allais, qui lui savait faire du son, qui s'est révélé un bon perchman. En tout cas, qui est venu pour prendre le son de manière correcte sur les premiers tournages en décembre. L'idée, c'était de pouvoir, on ne sait pas pour l'instant ce que ça va devenir, mais au moins, ce qu'on filme, on sait que c'est pas juste des rushs avec un son pourri, ce qui en documentaire est rapidement insupportable. Et en plus de ça, là, vraiment, on était dans une situation où le son était à la base très compliqué, puisque sur un rond-point, il y a toutes les bagnoles qui passent autour. Enfin, c'était tout de suite très difficile, quoi. Emmanuel Gras inscrit ses personnages dans un lieu précis, celui de la ville de Chartres, avec tout ce qu'elle a d'ordinaire et de commun. Il arpente ses rues et ses ronds-points pour en faire un décor de cinéma, un décor dans lequel il s'immerge lui aussi peu à peu, jusqu'à presque y devenir un de ses personnages. La caméra a une influence sur ce qu'on voit. La coloration, ou la différence par rapport à ce que j'avais pu connaître avant, c'est que les participants, qui étaient des gens qui étaient souvent dans des conditions de précarité, dans des conditions difficiles,
qui vivaient, qui jusqu'avant les Gilets jaunes avaient le sentiment d'être isolés et d'être un peu écrasés quoi, par leur situation, avaient envie d'être vus, avaient été fiers de ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc avaient un enthousiasme aussi vis-à-vis du fait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour être témoin de ce qu'ils vivaient. La première fois où je suis arrivé, on m'a demandé un peu qui j'étais, etc. Une fois que j'ai dit que j'étais indépendant, que je ne dépendais pas d'une chaîne télé, il y a eu une acceptation et une confiance assez rapide à ce niveau-là, mais quand même avec une petite retenue. Et ensuite, c'est venu au fur et à mesure du fait que, bah oui, je venais régulièrement, vraiment régulièrement, et que c'était assez sérieux ce que j'étais en train de faire. Ma démarche, c'est de faire partager à un spectateur futur du film l'expérience de ce que ça peut être de vivre ça, de vivre à la fois l'expérience physique, c'est-à-dire d'être sur les ronds-points quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il y a du vent, quand il fait nuit, etc. Et une autre expérience plus psychologique ou plus émotionnelle, l'enthousiasme, l'espoir, la déception, l'excitation des discussions. En fait, qu'on fasse tout un trajet, dans l'idée, c'est de pouvoir retranscrire ça. Le mouvement est mal vu médiatiquement parce qu'on est, excusez-moi, des cassos sur un rond-point. Oui, voilà. Ouais, et l'image, et c'est pour ça que l'image des ronds-points, il faut peut-être un moment aussi qu'on quitte, c'est pas visuellement, parce qu'il faut qu'on arrive à se faire voir autrement, mais arrêter de se faire voir comme malheureusement que sur un rond-point, parce que le problème, c'est l'image qu'on a dans les médias, c'est des feignants, de la base. Mais ça, tu pourras être sur un rond-point en or. Tu pourras être sur un rond-point en or. Tu pourras occuper un hôtel de luxe. T'as toujours 2-3 groupes dans un rond-point. Vu qu'il y a, excusez-moi, dans ce monde à l'heure actuelle. Emmanuel Gras inscrit ses personnages dans un lieu précis, celui de la ville de Chartres, avec tout ce qu'elle a de banal et de trivial. Il arpente ses rues et ses ronds-points pour en faire un décor de cinéma. Un décor dans lequel il s'immerge lui aussi peu à peu, jusqu'à presque y devenir un de ses personnages. Pour moi, c'était hyper important de voir les lieux, de voir d'où venaient les Gilets jaunes, et donc de montrer les pavillons, les grands ensembles, les centres commerciaux de cette petite ville qui est finalement pas loin des champs cultivés, de l'agriculture, mais de ce monde, en fait, qui a été créé dans les années 70-80, du passage de la France rurale à la France industrielle. C'est pas moi qui l'invente. L'utilisation de la voiture, le fait d'habiter en périphérie, d'utiliser la voiture, etc., d'aller non pas faire ses courses chez le commerçant du coin, mais dans des grands centres commerciaux, ce côté déshumanisé de la ville, de l'urbain, et qui est réinvesti par les Gilets jaunes, pour moi, c'était hyper important que ça existe. Après avoir fait Makala, qui est vraiment un film esthétiquement pensé, j'avais envie de me laisser porter par un flux que je ne contrôlais pas et de voir ce qui se passait, que je me débrouillerais avec ce qui se passe. Et ensuite, au fur et à mesure du tournage, parce que je n'ai pas fait ces images-là au début, je les ai faites plus tard, je me suis rappelé qu'en fait, un film, c'est pas juste être porté par un flux, c'est aussi apporter... pas simplement un regard, mais apporter une forme. Et que je voulais donner de l'ampleur aussi à ce qu'ils vivaient. C'est-à-dire que par le biais du cinéma, donner une portée plus large que ce qu'on peut observer en étant juste le nez collé à un rond-point. En tant que cinéaste, là, je reste assez discret, mais disons que c'est la première fois dans un film, par exemple, où on entend ma voix, même si c'est 2 ou 3 fois très, très court, que j'existe, en fait. Et que s'ils parlent, ils me parlent à moi. Eux me faisaient confiance et moi, je me sentais en confiance avec eux. Et finalement, j'avais envie de participer à ça à mon endroit. Vous venez d'écouter le premier épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément Coucoureux, Fan Montet et Nolwenn Thibault. Merci à Inès Endaoui, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon-Franza de la Grande Distribution et à Catel Guillo de Blast pour leur aide. Sans oublier Emmanuel Gras qui a contribué à ce podcast.
Dans le prochain épisode, ce sera Noman Kadoré qui nous donnera son point de vue. En fait, jusqu'où t'assumes d'esthétiser la réalité. Des fois, une photo iPhone, ça peut avoir un impact infiniment plus grand qu'une belle photo. Il nous partagera son envers du décor et nous racontera comment ça se passe quand on est journaliste, photographe, reporter.